Nicolas Hulot, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'envoyé spécial de François Hollande pour la protection de la planète. C'est votre année 2015. Enfin, c'est surtout l'année, j'allais dire, de l'humanité. L'humanité a eu une occasion, je dirais, unique de prendre son destin en main. C'est probablement la première génération qui a conscience de sa vulnérabilité et la dernière génération qui a la possibilité, justement, de ne pas faire en sorte que son destin lui échappe. C'est un moment important. Oh, le monde ne va pas s'arrêter si d'avenir à Paris, il n'y avait pas une ambition à la hauteur des enjeux, mais le monde ne va pas s'en porter mieux. Et notamment des millions de personnes qui sont déjà affectées par le changement climatique risquent d'en subir de lourdes conséquences. Donc c'est un moment de vérité pour l'humanité, un moment de vérité pour les responsables politiques pour voir si enfin les mots sont suivis des actes. Parce que vous n'aurez pas échappé que sur la crise climatique, pour ne parler que de cette crise-là, tout a été dit. La compassion, l'empathie, l'aspect moral, voilà. Si effectivement, comme maintenant les chefs d'État eux-mêmes le proclament, c'est l'avenir de l'humanité qui se dessine, il faut peut-être se mettre dans une situation à la hauteur de l'enjeu. Il y a un côté minuit moins une, hein. Ça frappe beaucoup dans ce que vous dites. Il y a des signes déjà quand on voit les réfugiés climatiques, par exemple, c'est déjà en cours. Oui, la crise climatique dans nos États n'est pas forcément palpable. Hein. Toute la difficulté d'ailleurs pour mobiliser sur un enjeu qui n'est pas palpable chez nous. Vous savez, quand vous allez aux Philippines, quand vous allez au Tchad, quand vous allez dans la bande sahélienne, dans les îles, c'est déjà une tragédie au quotidien. Je rappelle qu'en 2012, par exemple, le changement climatique a déplacé 30 millions de personnes, 3 fois plus que les réfugiés liés au conflit. Et malheureusement, cela ne va pas s'arrêter. À cela, il faut ajouter les centaines de milliers de personnes qui sont affectés par les manifestations des changements climatiques, le fait que les rendements agricoles baissent, que c'est aussi un problème de santé publique puisque ce qui provoque le changement climatique provoque également la pollution et que la pollution, selon l'OMS, tue préventivement 7 millions de personnes par an. Donc nous sommes déjà dans la crise. Voilà. Et la marge de manœuvre de la communauté internationale, c'est est-ce qu'on peut contenir cette crise ? Ou est-ce qu'on va la laisser franchir un seuil irréversible ? En fait, ce qui se joue à Paris, c'est l'irréversibilité des phénomènes. Vous êtes le visage d'écologie, Nicolas. Quelqu'un qui a, disons, 50 ans aujourd'hui, vous a vu dans Ushuaïa, c'était quoi, il y a... Ça s'est terminé il y a 3 ans, Oui, et ça a duré 25 ans. Ouais. Ensuite, l'émission, on va en reparler dans un instant, mais auprès de Chirac, auprès de Sarkozy, auprès de Hollande aujourd'hui, ce président-là, il y a une conviction sincère. Je pense très sincèrement qu'il y a maintenant, chez les responsables politiques, et notamment pour François Hollande, une vraie conviction, parce que d'abord les faits sont là. Vous savez, il y a un principe, c'est que la réalité, on peut lui tourner le dos, mais à un moment ou à un autre, elle se rappelle à nous. Et la démonstration des événements est là. Le fait aussi que ce sujet maintenant devient un facteur géopolitique et un facteur de stabilité ou d'instabilité. Tous les stratèges le disent. Les plus climato-conscients aux États-Unis sont les militaires eux-mêmes. Donc je pense que la lecture des événements maintenant fait qu'il y a une conscience. Là où il y a probablement, et ça vaut pour notre président comme pour d'autres responsables politiques, c'est de prendre en considération ce que ça va imposer comme choix. C'est-à-dire, dans un choix, il y a des renoncements et il y a des acquiescements. Qu'est-ce qu'il va falloir développer et à quoi va-t-il falloir renoncer ? Et notamment, ce à quoi il va falloir renoncer. Si je résume ce que nous disent les scientifiques du GIEC, c'est d'utiliser 70% des réserves d'énergie fossile que nous avons facilement utilisables et exploitables sous les pieds. Voilà. Donc oui, il y a une sincérité chez François Hollande. Il a pris, sur le plan diplomatique, moi je veux le saluer, un leadership. Il mobilise la communauté internationale. Il le fait parce que c'est un devoir compte tenu que la France va accueillir la conférence climat. Maintenant, encore une fois, dans la conversion sur ces enjeux-là, c'est un long chemin, j'en suis moi-même le témoin, probablement que ma propre conversion continue. Et ça impose une telle révision. Vous étiez, moins écologiste il y a 20 ans ? Moi, j'ai toujours dit que je ne suis pas né écologiste. Ouais. Moi, je suis né, comme beaucoup, d'abord avec une envie de profiter de la vie, pensant que la planète était corvéable, que le poids de l'homme à la surface de la planète était insignifiant. Que l'abondance était la norme. Yann Arthus Bertrand dit « j'ai été un petit con ». Vous l'avez été d'une certaine manière, je veux dire, par ce côté inconscient. Peut-être pas la peine d'aller jusque-là. C'est-à-dire j'ai été insouciant et je souhaite à tout le monde de l'être, un moment ou un autre. Ce qui est embêtant, c'est quand on le demeure. Voilà.
et que l'expérience, les rencontres, et surtout les expériences, comme j'ai eu le privilège d'en connaître pendant 25 ans, puisque j'ai visité la planète, probablement comme peu de gens ont eu la chance de le faire, si elles ne forgent pas votre conviction et ne vous changent pas vous-même, mais si elles ne vous relient pas à la planète, évidemment, ça serait un peu dommage. Le calendrier est là. Décembre, c'est le grand mois. Juillet, le sommet des consciences. Le recours aux religieux, tous les religieux. Hein. Ça, c'est une très vieille idée chez vous. Ma conviction profonde, c'est qu'on n'est pas simplement dans une crise environnementale. D'ailleurs, on voit bien, le mot crise n'a plus de sens, puisque les crises, normalement, c'est un mauvais moment à passer et que les crises se multiplient et s'éternisent. Donc ça veut dire qu'on est dans une crise beaucoup plus profonde, une crise de civilisation, une crise culturelle. Et que si on ne s'affranchit pas simplement de l'expertise technique pour y apporter une dimension justement spirituelle, que justement on n'essaie pas simplement de s'affliger des effets, mais d'essayer d'en comprendre les causes, comment nous en sommes arrivés là, à quel moment nos intentions et nos actions ont été découplées, comment on s'est mis dans une telle impasse, comment nous sommes devenus un loup pour l'homme, si on ne se pose pas des questions fondamentales, si on ne profite pas de cette injonction de la crise climatique pour partager une vision, redéfinir le progrès, à mon avis, on fera que la moitié du chemin. Et donc, qui peut naturellement, dans un monde où on a plutôt tendance à être synthétique et à être très rationnel, très technique, que les religions ou que les autorités morales ou spirituelles puissent nous amener à ce niveau de réflexion et nous obligent à aborder cette dimension-là également. On aura besoin d'économie, on aura besoin de politique, on aura besoin de technologie, mais on en a déjà assez. On a besoin de vision. Est-ce que ça veut dire passer par une vie plus frugale? Est-ce que les religieux disent ça? Vous savez, il va falloir impérativement, de gré ou de force, renouer avec 3 principes fondamentaux. L'humilité. L'homme, il faut qu'il redescende un peu de lui-même, comme disait Voltaire. La modération ou la sobriété. Et la solidarité. Et la solidarité, pas simplement pour des raisons morales, mais dans un monde, encore une fois, qui maintenant est connecté, qui est relié. Personne ne peut prétendre vivre en paix et aspirer à la liberté si on s'accommode de la combinaison des catastrophes humaines et des catastrophes environnementales, ou tant que certaines personnes ne seront pas considérées avec la même valeur que d'autres hommes ou femmes sur Terre. Voilà. Donc l'équité n'est pas une option, elle est une obligation. Vous avez trouvé un allié dans le pape François. Il s'est passé quelque chose là d'assez étonnant. D'abord, vous êtes allé au Vatican, plusieurs fois. Au tout début de ma mission, une des premières choses que j'ai faites, c'est d'essayer d'engager un dialogue avec les religions, pas simplement la religion catholique. Plus facile parce qu'il y a un représentant. Parce que je m'étonnais que les religions et les confessions ne soient pas plus audibles alors qu'elles se disent elles-mêmes expertes en humanité selon leurs propres termes. Et au moment où l'humanité, dans ces 2 définitions, est menacée, l'humanité en tant que famille humaine et l'humanité en tant que sentiment majeur ou absolu. Et il me paraissait aberrant que les confessions ne participent pas plus à cet enjeu-là. Et différentes rencontres, au Vatican entre autres, ont fait que, j'espère, nous avons contribué à ce que, notamment à travers l'encyclique et la mobilisation du pape François, eh bien, les religions prennent leur part de responsabilité. L'encyclique éco-planétaire, ça, vous étiez touché quand c'est sorti? Oui, parce que ça aurait pu être un texte d'abord inaccessible, réservé aux initiés ou aux croyants. Franchement, ça sacralise l'écologie, enjeu qu'on a souvent tourné en dérision. Enjeu que l'on considérait parfois comme un enjeu anti-humaniste. Ça place bien l'homme en priorité et au cœur de cet enjeu-là. Et c'est un texte qui est à la fois radical dans la critique et ambitieux dans la projection. Vous êtes croyant vous-même? Pas particulièrement, mais j'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont de la foi. Moi, je suis dans le doute permanent. Vous êtes catholique? Je l'ai été parce que, par mon éducation, on m'a baptisé, mais je ne suis pas vraiment pratiquant, parce que je me suis souvent posé la question de savoir où était Dieu, compte tenu de ce que j'ai pu observer sur Terre. Mais peut-être que la question est trop simple et la réponse trop compliquée. Vous ne l'avez jamais vu pendant tous ces voyages, pendant les tournages d'Ushuaïa? Vous n'avez jamais vu Dieu comme certains En tout cas, je n'ai peut-être pas vu Dieu, mais je pense que Dieu est visible dans la beauté de la nature. Voilà. En tout cas, ce que l'on peut appeler Dieu, ou en tout cas le mystère des origines, je ne peux pas imaginer une seule seconde que
si la beauté de la nature est à ce point un langage universel, elle ne puisse pas justement être un signe divin. Ce pape-là, on a beaucoup parlé de Jean-Paul II comme un événement vraiment d'ampleur historique. L'existence de ce pape-là, vous la mettez à ce niveau-là? Écoutez, peut-être un peu Faut tôt, attendre. en tout cas, à l'inverse, si ce pape-là, à ce moment particulier où l'humanité a rendez-vous avec elle-même, ne s'était pas manifesté, je pense que l'histoire aurait pu lui reprocher. Donc il me semble qu'il a assumé justement sa responsabilité. Et donc moi je m'en réjouis. Je pense qu'il est à la hauteur. Dans l'encyclique, ce n'est pas quelque chose d'anodin. C'est un texte sacré qui va diffuser au-delà des croyants. Donc il a pour moi rempli sa contribution et son devoir par rapport à l'influence que l'Église catholique peut avoir. Est-ce qu'on peut prendre tout? On voit bien dans le texte de l'encyclique, certains conservateurs essaient de le tirer aussi à eux en disant c'est aussi la vision, disons, conservatrice de la nature, pas de transgenre, ce genre de choses-là. L'écologie, c'est tout le monde. Alors, il faut essayer, encore une fois, d'extraire, de discerner dans ce texte des choses, des lignes de force importantes, la notion de bien commun sur lequel il n'y a pas sujet à discussion, la notion de famille humaine, la reconnaissance de la dette écologique du Nord vis-à-vis des pays du Sud. Pour moi, ça, ce sont les choses essentielles, cette notion de famille humaine, dans un monde, et y compris dans nos propres pays, qui a une telle gourmandise à se diviser sur des fractures ou des enjeux tellement futiles au moment où nous devrions au contraire nous rassembler et faire, comme c'est le cas aujourd'hui, de nos différences et de nos diversités une richesse. Voilà. Donc c'est ça que je prends moi dans le texte de l'encyclique. Après, que certains puissent profiter de cette encyclique pour faire valoir un certain nombre de causes avec lesquelles moi je garde une certaine distance, voilà. Mais 80% de l'encyclique, j'aurais pu le signer. Nicolas Hulot, 2015, décembre, le fait que ça existe sera déjà énorme, mais un critère, un ou deux critères qui permettront de dire c'est réussi. À la limite, le critère, il pourrait même être en amont. Si 15 jours avant la COP, au moment du G20 en Turquie, où vous aurez 15 pays qui représentent 70% des émissions de gaz à effet de serre, si ces 15 pays, qui ont donc une responsabilité historique forte dans la situation climatique, s'engageaient à donner un prix au carbone pour enfin basculer dans l'économie bas carbone, s'engageaient à réduire progressivement leurs subventions aux énergies fossiles. Je rappelle que l'humanité alloue 650 milliards de dollars chaque année en subventions ou en exonération aux énergies fossiles. S'engageaient dans le même temps à sécuriser leurs contributions financières pour le Fonds vert pour le climat, pour aider les pays les plus vulnérables à s'adapter. Sécuriser, pas des promesses vaines. Si ces pays-là, déjà, s'engageaient sur ces trois outils, parce que plus que les promesses, ce sont les instruments dont les États vont se doter qui feront le succès ou le défaut de la conférence de Paris. Quand on vous entend, l'impression que parfois vous y croyez, parfois vous doutez. Oui, mais dans la même journée, je peux avoir les deux. Dans la même heure. J'assume. Ouais. Quand vous sortez d'une telle rencontre comme ce matin, vous reprenez confiance dans l'humanité. Et puis parfois, quand vous voyez l'obstination, une forme de cynisme, une forme de reddition, vous désespérez. Mais il faut quand même garder à l'esprit que l'humanité qui a verrouillé le système, l'humanité qui a pillé, n'est pas représentative de l'humanité. Elle n'est pas forcément un échantillon représentatif. Elle est bien organisée, elle est bien structurée, elle est sans scrupules, mais ce n'est pas pour cette humanité-là qu'on se bat. Il y a une très belle humanité représentée ici, mais parfois dans l'ombre aussi, qui mérite, elle, que l'on continue à se battre et qu'on n'abandonne jamais le combat. Vous êtes un personnage, Nicolas Hulot. Vous avez 60 ans. On a l'impression que vous n'êtes pas du tout notabilisé. Vous parliez tout à l'heure de vos problèmes de réveil pour arriver ce matin. Vous n'avez pas l'impression que vous avez 30 conseillers autour de vous pour vous... Il y a une forme de liberté que vous avez pu garder. Moi, c'est un gage absolu. C'est-à-dire qu'on peut tout accepter dès lors que vous n'êtes pas contraint. Moi, j'ai accepté volontiers la mission que m'a confiée François Hollande dès lors qu'il n'y avait pas le moindre doute sur ma liberté de parole, d'appréciation. On peut dire des choses divergentes dans une forme de courtoisie. Voilà. Comment on travaille? Vous le tutoyez, le président, par exemple? Non,
Je ne le tutoie pas. Non, ça fait partie du... Bah, on n'est pas intime. Ouais. Il y a des gens qui ont le tutoiement facile. Le président ne l'a pas provoqué ça et moi non plus. Voilà. Mais on a une relation très directe, laborieuse. On va tout de suite à l'essentiel. Ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'il écoute et qu'il entend. Parfois, il n'est pas forcément d'accord. Mais globalement, sur tout ce que j'ai initié depuis que je suis là, mon premier défenseur, ça a été lui. Ouais. Parfois, j'ai rencontré un certain nombre de réserves, parfois même dans son entourage, mais c'est normal. Et là, celui qui m'a toujours soutenu, ça a été le président. Vous avez eu un rôle très important, historique, dans le fait de ramener les politiques à l'écologie. J'aimerais que vous disiez un mot de Jacques Chirac, parce que mais ça a été un tournant. Oui, mais même pour moi, d'abord parce que, vous savez, me retrouver à dialoguer avec un chef d'État, quel qu'il soit, ce n'était pas forcément inscrit dans mon cursus, donc j'étais moi-même très étonné, ça m'a donné un peu de confiance en moi. Puis en situant ça dans le contexte de l'époque, c'était donc la droite qui était au pouvoir, pas forcément familière de ces sujets-là, je dirais même plutôt avec une forme d'aversion, considérant que c'était un sujet de gauche. Bon, le fait que déjà à l'époque, le président accepte de mettre dans la Constitution la charte de l'environnement et le principe de précaution, c'était une grande avancée, ça a fait grincer des dents dans son propre camp. Le fait qu'au sommet de Johannesburg, devant la communauté internationale, il ait cette phrase historique, la maison brûle et nous regardons ailleurs, tout ça a procédé d'étapes dans la mobilisation de notre monde politique. Après, il y a eu le pacte écologique, etc., etc. Donc c'est autant de pas, et aujourd'hui on va encore plus loin. On ne va pas assez loin, assez vite. Mais si je veux être objectif, la France n'est pas non plus la dernière dans l'engagement. Elle est plutôt pas mal. Chez Chirac, ce côté connaisseur des arts premiers, d'autres civilisations, etc., vous avez été un des premiers à le voir. Moi, alors avec Chirac, il avait le tutoiement facile, et moi, c'est quelqu'un pour lequel j'ai une profonde estime et amitié, qui me l'a bien renvoyé, qui m'a toujours apporté sans rien me demander. On avait en commun la passion, évidemment, des cultures premières et des peuples premiers, les ayant quasiment tous visités. Il était pour lui impossible que je rentre d'un voyage sans venir lui en faire un compte-rendu détaillé. Donc le nombre de déjeuners que nous avons passés. Quand Ushuaïa se terminait à 22h30, à 31, le téléphone sonnait, c'était Chirac qui m'en faisait sa lecture. C'était un homme attachant. Encore une fois, ça n'est pas un jugement politique. Voilà. Moi, là aussi, ce qui m'intéresse, comme aujourd'hui, moi, c'est de rencontrer l'homme. Voilà. L'écologie, est-ce que ça a une force révolutionnaire encore ? L'écologie telle qu'on l'a perçue, non. L'écologie telle qu'elle devrait être, oui. Ouais. Parce que l'écologie, c'est tout simplement le salut de l'humanité. C'est la prise en compte de la finitude de notre monde, de nos propres limites. C'est l'appel à la modération, c'est l'appel à l'humilité, c'est l'appel à l'humanisme. Vous entendez, ceux qui disent qu'il faudrait une révolution, il faudrait une guerre, il faudrait une vraie catastrophe pour que vraiment c'est ce qui risque d'arriver, le bateau change de cap. Si on laisse les événements décider à notre place. Vous savez, encore une fois, ce que je disais, si on laisse les phénomènes climatiques s'emballer, les scénarios vont être tragiques. On va reproduire à grande échelle les grandes tragédies du XXe siècle. À l'inverse, ça, c'est pas de la science-fiction, je veux dire, ce qu'on voit dans les films hollywoodiens aujourd'hui. Là où c'est de la science-fiction, c'est quand on voit dans le film, dont j'ai oublié le titre, The Day After, que Manhattan va se retrouver dans la glace. Ça n'est pas une bonne interprétation. Mais ce qui n'est pas de la science-fiction, parce que c'est déjà à l'œuvre, c'est que les changements climatiques seront une source supplémentaire de conflits. Ça a été le cas, je le rappelle régulièrement, par exemple dans le conflit syrien. À l'origine du conflit syrien, ce que beaucoup de gens ignorent, et ça a été rappelé ce matin par Marina Silva, ou non, par une autre intervenante indienne, c'est que dans le nord de la Syrie, il y avait un phénomène de désertification qui a été accéléré par le changement climatique, qui a fait chuter les rendements agricoles de 80% et décimer les troupeaux de 60%, contraint 1,5 million de personnes à se déplacer dans le sud de la Syrie, et c'est l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Donc oui, ce qui n'est pas la science-fiction, c'est que si on laisse le phénomène climatique nous échapper, à cause notamment des phénomènes migratoires, ça sera un facteur de guerre. À l'inverse, si on répond rapidement et massivement au changement climatique, ne serait-ce que par les énergies renouvelables, ce sera un facteur de paix. Pourquoi ? Parce que si on permet à tout pays, petit, puissant ou faible, de produire son énergie dans ses frontières, à partir d'une énergie qui est gratuite, puisque l'eau, le vent, la mer, la géothermie est gratuite, vous allez rétablir l'équité du monde. Quelques derniers mots, Nicolas Hulot. Vous avez vu la planète entière, il y a peu de gens sans doute qui ont autant bourlingué
Quand est-ce que vraiment vous avez été frappé par... Qu'est-ce qui vous a vraiment... Vous parlez d'une prise de conscience, progressive. Oui, mais voilà, il n'y a pas un événement Ouais. qui m'a marqué. J'ai en souvenir évidemment des images qui m'ont beaucoup ému, de troupeaux d'éléphants entièrement décimés, de forêts ravagées avec des coupes à blanc. Bon, de méthodes de pêche avec comme ça des chalutiers séparés d'1 kilomètre et des filets qui vous raclent jusque dans les fonds. Bon, cette prise de conscience, elle a été graduelle parce que d'abord j'ai vu qu'on avait changé d'échelle, c'est-à-dire que l'impact de l'homme avait changé d'échelle. Quand on exploitait la forêt autrefois, on le faisait avec des tronçonneuses. Maintenant, on le fait avec des engins qui font la largeur de cette pièce. Quand on épand des pesticides, des insecticides, on le fait avec des moyens aériens. Voilà. Et donc, j'ai vu s'inverser le rapport de force. J'ai vu de mes propres yeux, comme le disent les géologues, que l'homme était devenu une force géologique. J'ai vraiment vu l'agonie de la nature. En 25 ans, je l'ai vu disparaître et j'ai pris conscience simultanément que l'homme et la nature étaient indissociables. Donc, qu'en détruisant la nature, on était en train de scier la branche sur laquelle nous sommes assis. La Terre entière sera à Paris en décembre. Il y a un côté opportunité de photo, vous savez bien, tout le monde voudra être sur la photo, se pousser du coude, etc. Et en même temps, il y a une vraie conscience. Comment vous arrivez à faire le départ ou... En tout cas, s'ils viennent juste pour la photo, ils ont intérêt... il faudra avoir envie d'être sur la photo si effectivement on est assuré d'un résultat. Ouais. Donc c'est pour ça que depuis 3 ans, et notamment avec la diplomatie française, on se bat pour créer les meilleures conditions, pour essayer de faire joindre les points de vue et surtout de porter la voix de ceux qui souffrent, qui résonnait encore ce matin, et pour rappeler les pays du Nord à leurs responsabilités. Voilà, donc toutes les étapes avant la conférence de Paris, il y en a encore quelques-unes. Il y a l'Assemblée générale des Nations Unies, nous allons avec le président faire un déplacement en Chine, bon voilà. Et il y a le fameux G20, encore une fois. Et toutes ces étapes sont importantes. Le cœur est le sujet des financements, parce que tout bute sur l'argent et le transfert des technologies. Voilà. Et le sujet des financements est important parce que pour passer dans un monde bas carbone, il faut investir. Pour aider les pays les plus vulnérables à s'adapter, il faut investir. Et nous n'avons pas d'argent. Dans nos États, les pays riches sont riches de leurs dettes. Donc si on promet de l'argent, il faut dire où on va le chercher. Et donc vous butez sur ce que l'on appelle les financements innovants. L'heure de la taxe sur la transaction financière est venue. L'heure de la taxe carbone est venue. L'heure de la fin des subventions aux énergies fossiles est venue. Voilà. Et c'est sur ces outils précis. Et tout le reste, pour moi, c'est des détails. Ce sont des détails. C'est sur ces outils-là que l'on doit s'obstiner. Et d'ailleurs, c'est là-dessus que je porte mon obsession. Merci Nicolas. Dernier mot, on disait que vous n'étiez pas notabilisé. Je louchais sur votre pendentif là. Si par malheur je le perds, je ne suis pas superstitieux, mais visiblement un petit peu quand même. Qu'est-ce que c'est ? C'est une nageoire caudale de baleine à bosse. Ouais. C'est probablement ces nages que j'ai pu avoir la chance dans mes voyages d'Ushuaïa, les plus belles expériences que j'ai pu vivre parce que c'est une forme de communication silencieuse et insidieuse où vous comprenez qu'entre l'homme et les baleines, il y a quelque chose de commun. Elles vous parlent. Voilà. Et que l'instinct animal n'est pas forcément une forme inférieure d'intelligence, mais peut-être une forme supérieure. Merci Nicolas. Merci.